Ok, donc en fait, moi j'étais là, je me disais c'est bon, le second tournant il est passé. J'ai fait une longue review pour en parler. La semaine prochaine, ça va le faire. Je vais enfin pouvoir faire une review qui va être courte. Ouais, ouais. On continue d'y croire. 言いたいことはたくさんある。言葉にできないくらいたくさんのこと。たくさんの気持ち。別れたくない。仲間だという気持ち。Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review du 22e épisode de Mushoku Tensei. Ouais. Un jour, je l'aurai, ma review courte. Un jour, je l'aurai. Mais bref, l'épisode se décompose de la façon suivante. On commence par un rêve de Rudeus, une discussion entre lui et Rui, le retour à Fitoa, la fin de Dead End, les retrouvailles avec Dylan et Alexander, il me semble, un moment particulier, et une seconde séparation. Alors, avant tout autre point dans cette review, cet épisode, pour moi, c'était le vrai second turning point. Je vais m'expliquer tout de suite. Pour une fois, je vais pas attendre. L'épisode pour moi, c'est réellement le second turning point, dans le sens où c'est un miroir du premier. Au niveau des personnages qui sont présents, on retrouve Rudeus, Dylan, Eris, Alexander, il me semble vraiment que c'est son nom, mais j'ai un doute. Enfin, en tout cas, le majordome des Boreas. Je l'inclus également parce que j'inclus la première scène de l'épisode 9. On retrouve également Rui. C'est aussi un miroir parce que dans cet épisode, on voit des personnages qui se retrouvent au lieu de se séparer et qui se séparent au lieu de se rencontrer. Dans le sens où, dans le premier turning point, dans l'épisode 8, Rudeus et Eris se séparaient de tous les autres personnages, que sont Dylan, le majordome encore une fois, les Boreas et toute autre personne de leur famille, et rencontraient Rui. Dans cet épisode, ils se séparent de Rui et retrouvent les personnes qu'ils avaient quittées. Effet miroir encore une fois. Et c'est également le cas avec les événements qui ont lieu dans cet épisode, que ce soit l'anniversaire d'Eris, qui du coup est un miroir de l'anniversaire de Rudeus, la scène de sexe de cet épisode qui est un miroir de celle de l'épisode 8, dans le sens où cette fois-ci Eris veut coucher avec Rudeus, mais Rudeus n'est pas très chaud, même si bon, on connaît la fin. D'ailleurs ça aussi c'est l'effet opposé à l'épisode 8, qui du coup contenait aussi une scène proche du sexe, dans le sens où Rudeus voulait coucher avec Eris, mais Eris n'était pas vraiment prête. La rencontre avec Rui est également un miroir du premier turning point, dans le sens où, dans le 9e épisode, à la toute première scène, Rudeus et Eris rencontraient Rui. Dans cet épisode-là, ils le quittent. Pour moi, juste en termes de mise en scène, c'est davantage cet épisode-là qui correspond à un second turning point, et même en termes de fond, pour moi, c'est davantage lui qui mériterait ce titre, dans le sens où c'est dans cet épisode-là que les événements vont réellement avoir des conséquences. Dans le précédent épisode, la rencontre avec Orsted avait beau être impactante, elle n'a pas eu un impact colossal sur Rudeus. Elle en a eu un, et on va le voir dans cet épisode. Mais pour moi, c'est les événements de cet épisode-là qui vont être le plus marquants pour l'avenir du personnage et qui vont avoir des conséquences sur la suite de la série. Et du coup, on va pouvoir commencer par le premier point de cet épisode, qui est le rêve et le traumatisme de Rudeus, que pour le coup j'ai trouvé vraiment intéressant et bien amené, dans le sens où la plupart du temps dans les animés, les rêves sont quelque chose de beaucoup trop cohérent. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages qui font des rêves s'imaginent des histoires de façon assez linéaire, avec un tout logique. Là, le rêve de Rudeus, quelque part, il est cohérent par son incohérence. Et j'ai apprécié ça. Parce que tout ce que Rudeus imagine, ce sont des rencontres, des discussions entre plein de personnages qu'il aimerait revoir ou qu'il a près de lui au moment où il fait ce rêve. Et quelque part, c'est presque un rêve prémonitoire, je dirais, pour certains points que là, pour le coup, j'énoncerai dans la suite de cette review. Également un rêve traumatique suite à sa rencontre avec Orsted. Puisque après sa rencontre avec Orsted, le personnage a énormément peur de mourir. Et du coup, ça rejoint un point que j'espérais voir dans cet épisode et que j'énonçais dans la précédente review. L'impact psychologique de la rencontre avec Orsted est bien présent dans cet épisode. Elle est présente surtout pour Rudeus, pas tellement pour Eris et Rui, en tout cas j'ai pas eu cette sensation dans l'épisode. Un peu peut-être pour Rui, dans le sens où lorsqu'il parle avec Rudeus, on sent qu'il a quand même été un peu touché par le fait d'être
défoncer aussi facilement. Et je vais embrayer du coup sur la discussion que Rudeus a eue avec lui, qui était touchante en fait, qui était émouvante dans le sens où la rédemption des Speld dans l'univers de Mushoku Tensei, elle est quasi imminente. Et cette scène-là, お手伝いします。約束しましょう。できる限りのことはすると。elle prend pas mal d'ampleur, je trouve, dans cet épisode, dans le sens où on voit que Rudeus et Rui ont réussi ont presque réussi à parachever quelque chose, à changer une norme dans l'univers de Mushoku Tensei qui faisait que les Speld étaient considérés comme des monstres, des dangers publics. Ce qui, du coup, ne devrait plus être le cas à l'avenir dans la série. Et ce que ça fait ressentir à Rui, c'est vachement puissant, je trouve, dans cet épisode. Voir Rui pleurer, même si c'est que sur le côté. そうか。そうだったのか。C'est quelque chose. Le personnage nous a vraiment pas habitués à ça. 違う。事実ではない。あれはラプラスの陰謀だ。 C'est un personnage qui, de par son tempérament, est assez solide, qui montre rarement ses émotions, sauf quand il est en colère. Et là, en fait, le voir atteint, touché par quelque chose, et vraiment heureux d'avoir réussi son objectif, ça touche. Franchement, ça touche. Ça touche vraiment. Ensuite, toujours pour continuer sur l'aspect un petit peu on pense au passé, dans le sens où cet épisode, comme je le disais, pour moi, est un miroir du premier Turning Point. Cet épisode, il fait également référence à pas mal d'éléments de la première partie de Mushoku Tensei et de son introduction, surtout. L'opening 1 est présent. Et franchement, ça, pareil, ça fait quelque chose de retrouver le premier opening de la série, bien que customisé pour l'épisode. Il y a également le retour de ce petit oiseau écureuil, présent dans l'épisode 1, lui aussi. Le retour à la maison, tout simplement, dans le sens où Rudeus redécouvre sa maison, retrouve son chandelier présent dans l'épisode 4 de la série. Oui, je me souviens de ce chandelier présent au conseil de famille au pied levé. Oui, je m'en souviens. Il y a également cet arbre qu'on a pu voir dans les premiers épisodes, le 3 il me semble, lorsque Rudeus arrive à sortir de chez lui et se sent à l'aise pour découvrir la nature et l'environnement du nouveau monde dans lequel il se situe. Et voir tous ces éléments, excepté l'écureuil, assez ravagé par la catastrophe magique, ouais, ça fait un peu mal. Et voir Rudeus qui est touché par ça, atteint par ça, ça fait quelque chose lors de son retour à le fait de voir ça, le fait de voir que son retour à Fitoa est vraiment teinté de désespoir en fait, pour ce qu'il y retrouve et pour ce qui va lui arriver par la suite. C'est assez pareil, c'est assez touchant, c'est assez émouvant. Ensuite, par rapport à ça, j'ai aussi pas mal apprécié la présence de nombreux flashbacks qui, pour le coup, n'étaient pas tous des flashbacks de la série, mais des flashbacks de Rudeus, qui se remémorait des moments de son existence auprès de sa famille et auprès de Sylphie également. C'est quelque chose qui, pour moi, fait assez sens de voir le personnage se remémorer des moments de sa vie, tout simplement, lorsqu'il arrive dans cet endroit. Je suis aussi satisfait de l'épisode, dans le sens où, dans le cas de beaucoup de séries, ça aurait pu être l'occasion de faire un épisode flashback, tout simplement, où le personnage retourne à Fitoa et se rappelle de toute son aventure. C'est pas ce qu'on a ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment très appréciable. Mais la présence de ces flashbacks, pour autant, elle était, selon moi, nécessaire dans l'épisode, pour montrer réellement le sentiment d'appartenance que Rudeus a vis-à-vis de cet univers et le fait qu'il a réellement construit quelque chose et qu'il a réellement une connexion avec les personnages qui constituent cet univers-là. Le fait qu'ils se souviennent d'eux, le fait qu'ils veuillent les revoir, etc. C'est quelque chose d'assez important par rapport à ça, je trouve. Ensuite, The End of Dead End, la fin de Dead End, c'était... Franchement, c'est quelque chose qui était logique, quelque chose qui devait arriver. Mais honnêtement, plus la série avançait, plus les personnages évoluaient, etc., plus je l'ai oublié. Le fait que le statut de Dead End, c'était un statut provisoire. Que les personnages, en fait, allaient devoir se dire au revoir à un moment donné. Et que Rui allait devoir abandonner son statut de protecteur.
世話になった。 Vraiment, la scène, là pour le coup, avec les émotions des premiers éléments de l'épisode, ah là franchement mes yeux ils étaient mouillés. Mes yeux ils étaient mouillés. En fait, la série pour moi, elle a réussi à faire quelque chose que j'adore énormément dans certaines séries. Ne pas faire dire à ces personnages qui sont une famille, mais le montrer. Dans la série, Rudeus, Eris et Rudyard, ils se sont jamais dit qu'ils étaient une famille. Ils se sont jamais balancé des je t'aime ou des trucs comme ça. Mais la série te montre à quel point ils s'aiment et fait qu'ils se disent je t'aime d'une certaine façon. C'est 1000 fois plus impactant que d'entendre des personnages gueuler à tue-tête. Enfin, pour moi, c'est 1000 fois plus impactant, touchant et réussi de faire ça que de faire dire à ces personnages on est une famille à longueur de journée. Donc non, vraiment, la cohésion et la relation de Dead End, je l'ai vraiment trouvé incroyable. La relation de Dead End, de son début jusqu'à sa fin, je l'ai vraiment trouvé exceptionnelle. Et j'espère, mais 1000 fois, que Rui, on va le revoir. Parce que putain, non, si c'est la dernière fois qu'on le voit, ce serait vraiment, vraiment dégueulasse. Le personnage, il a encore des trucs à raconter, j'en suis sûr. Là, ok, il arrive au bout de plusieurs arcs narratifs et c'est logique en soi que le personnage ne soit plus présent pendant un moment dans la série. Dans le sens où sa mission, c'était de ramener Rudeus et Eris chez eux, il l'a fait. Et l'autre mission qu'il avait, et que Rudeus, entre guillemets, s'était imposé à lui-même, c'était de restaurer l'honneur d'Espeld. Et c'est chose presque faite. Oui, c'est logique, mais j'avais pas envie. Putain. J'aimais vraiment la relation qu'il y avait entre les trois. Et le fait que la série fasse quelque chose qui fasse ressentir ce sentiment désagréable, enfin, c'est qu'elle a réussi à bien développer la relation entre ces personnages. Et du coup, bien joué à la série pour ça, même si je suis dégoûté. また会おう。そうだ。また会えばいいのだ。 Ensuite, après des séparations émouvantes, on a eu des retrouvailles un petit peu surprenantes, dans le sens où on revoit Ghislaine, un peu comme ça, par hasard, qui pop parmi les survivants de Phytoa. Et j'avoue que oui, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, pour être franc. Les retrouvailles entre Eris, son majordome, et Ghislaine étaient vraiment particulières, dans le sens où le comportement du majordome envers Eris, c'était vraiment dégueulasse. Dans l'épisode, on comprend que ça lui fait pas forcément plaisir de faire ça, que le mec, concrètement, il a un rôle, il remplit ses tâches, point barre. Mais le tact, je sais pas. Les sentiments, tu parles à une enfant de 15 ans. Je sais que dans l'univers de Mushoku Tensei, 15 ans, t'es adulte, mais arrête. Et des émotions, putain. Et des émotions. Le mec, il arrive, il lui dit, du coup, ton père, ta mère, ton grand-père, ils sont morts. Quand Eris lui demande qu'est-ce qui va se passer ensuite, le mec répond dans le plus grand des calmes, alors en fait, le remplaçant de ton grand-père, il veut t'avoir comme maîtresse. Il le dit pas, mais c'est sous-entendu, il va probablement vouloir te baiser. Ouais. Le tact. Le tact, je sais pas quoi, oui, non, c'est pas son fort, mais voilà. Il s'est passé quelque chose d'autre de surprenant par rapport à cette scène dans l'épisode, c'est que pour une fois, c'était Eris qui était calme, Rudeus qui était fougueux, et carrément Eris qui a repris Rudeus et lui a demandé de se calmer. 処刑されました。そんな、なんでサーロス様が処刑される必要があるんですか。ルーデウス、座って。 C'était assez surprenant de voir ça, dans le sens où très régulièrement c'est l'inverse qui se produit. Et non, la maturité et le sang-froid dont font preuve Eris dans cette scène sont assez impressionnants. J'en parlais pas dans le précédent épisode, mais le développement moral d'Eris, il est top niveau. Dans le précédent épisode, en commentaire, on m'a pas mal fait part du fait qu'Eris était bien exploitée dans l'épisode, 21 pour le coup. J'ai trouvé qu'elle était bien exploitée en effet. Après, je trouve pas qu'il y avait énormément de choses à dire vis-à-vis du personnage dans l'épisode, au-delà de ce qui concerne son entraînement, dans le sens où de par tous les éléments qui constituent sa relation avec Rudeus, le fait qu'au moment où elle est face à son presque cadavre, elle se mette à gueuler non et crier appeler à l'aide ses parents et son grand-père, bah en fait c'est juste normal, et du coup je me sentais pas de dire oui, elle crie bien. Après, quelque part, oui, la Seiyu, elle a bien fait son taf, elle a vraiment bien joué le jeu. Je n'ai pas son nom actuellement, donc
je vais mettre son nom à l'image. Alors, en fait, il l'est sûrement déjà, mais c'est pas grave. Et mais oui, du coup, au-delà de ça, je me voyais pas dire quoi que ce soit par rapport au personnage. Voilà. Mais du coup, dans cet épisode, ouais, il va falloir parler d'Eris après. Hein. Mais bon, on n'y est pas encore. Un point que j'ai trouvé assez sympathique dans l'épisode, c'est le fait que au moment où Rudeus se trouve face à la liste des disparus, ses pensées aillent d'abord envers sa mère, puis ensuite à Sylphie. C'est selon moi un peu significatif de la discussion qu'il a eue avec Paul dans l'épisode 16, où dans cet épisode, Paul lui fait le reproche de penser à sa copine avant de penser à sa mère et à ses proches qui auraient disparu. ってことはシルフィもお前自分の母親より女の心配か。母様も見つかってないんですか。母様はまだ見つかってないんですね。シルフィまさか。 Et du coup, non, le fait de voir que là, c'est à Zénith qui pour son premier, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Bon, là, concrètement, j'arrive sur la scène qui a fait débat dans l'épisode, ce qui ne m'étonne absolument pas. Qui est la scène, du coup, entre Eris et Rudeus, leur scène d'amour. Et pour être franc, je comprends. Je comprends les gens qui ont du mal avec cette scène, qui la trouvent dérangeante. Puisque personnellement, je trouve cette scène dérangeante. Cette scène m'a mis mal à l'aise, pour être franc, quand je l'ai vue. Et vraiment, du coup, je comprends le malaise qu'on peut ressentir face au visionnage de Rudeus qui couche avec Eris. Dans le sens où, certes, le personnage est réincarné, est dans le corps d'un enfant, vit une vie d'enfant depuis 13 ans maintenant. Il me semble que c'est l'âge qu'il a. Et le fait qu'il vive cette vie fait que ça a une influence sur sa façon de penser. C'est un abonné qui me l'a souligné et c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément pensé. Mais du coup, oui. Le fait que Rudeus vive sous les traits d'un enfant et qu'il grandisse comme ça fait qu'il a appris réellement des habitudes. Et c'est quelque chose qu'on ressent également lorsqu'il retrouve Homo Deus. Ça le casse de la nouvelle vie dans laquelle il était plongé. Et ça lui rappelle tout simplement en fait l'ancienne vie qu'il veut oublier. Mais pour autant, ça retire pas le fait que sa vie d'avant existe. Ça retire pas le fait que le mental du personnage soit celui d'un personnage d'une trentaine d'années. Cette scène, au-delà du fait qu'en termes de mise en scène, elle est magnifique, la mise en scène de cette scène, je la trouve vraiment très belle. Le violon, très beau son. Les flashbacks pour montrer l'intensité de la relation entre Rudeus et Eris, ça fonctionne. Parce que franchement, en faire une banale scène de ecchi ou en faire une scène de sexe un peu à la rigolade, ça aurait vraiment été le pire truc à faire. Mais pour autant, cette scène est dérangeante. Mais est-ce que le fait que cette scène soit dérangeante est un problème pour la série? Pour moi, non. Le fait que cette scène soit dérangeante, c'est au contraire un atout de la série, dans le sens où cette scène reste en adéquation avec le développement des personnages. Et à côté de ça, en plus, cette scène ne laisse pas indifférent. Pour moi, un anime qui est intéressant, c'est un anime qui ne laisse pas indifférent et qui surtout n'ennuie pas. Le défaut majeur d'une série, c'est le fait d'ennuyer. Et enfin, cette scène, comme je viens de le dire, elle laisse pas indifférent et elle ennuie pas. Elle apporte quelque chose à la série, elle apporte quelque chose de malaisant et d'oppressant. Certains ne sont absolument pas oppressés et dérangés par la scène et au contraire voient l'aboutissement peut-être de la relation entre Eris et Rudeus, ce qui est également le cas. Et quand on s'interroge sur le personnage de Rudeus, la question est légitime, je pense. Moralement, on peut se poser la question de est-ce que Rudeus, de par le fait qu'il soit réincarné, s'est redevenu un enfant ou est-ce que ça reste un adulte? Pour moi, c'est un adulte, dans le corps d'un enfant, dans le sens où ses pensées sont beaucoup trop matures pour être celles d'un enfant. On peut me rétorquer que le personnage dans sa première vie n'a pas eu une vie extrêmement épanouie, extrêmement développée, et n'a pas la maturité d'un adulte. Pour moi, cet argument, c'est un peu une facilité. Dans le sens où, certes, le personnage a souffert de beaucoup de maux sociaux, dans le sens où il était enfermé, dans le sens où il était replié sur lui-même et enfermé chez lui. C'était un hikikomori. Mais au-delà de ça, le personnage a quand même développé une maturité que Eris n'a pas. Une maturité sexuelle. Même si le personnage n'a pas couché avec des personnages, il a eu un intérêt pour la sexualité que Eris n'a pas encore, je pense. Il a eu un attrait pour ça pendant de nombreuses années, au point que c'en est devenu un vice pour lui. Donc, me dire que le personnage n'est pas mature, c'est un peu trop simple pour moi. Et
Pour moi, Rudeus est tout à fait mature. Et le fait qu'il le soit, et que cette scène ait lieu, bah ça rend la scène dérangeante. C'est mon point de vue sur la question. Mais du coup, comme je le disais, le fait que cette scène soit dérangeante n'est pas un problème, puisque ça apporte quelque chose, c'est pas ennuyant, c'est pas inintéressant. Voilà. Et à côté de ça, j'ai vu que pas mal de gens pensaient à arrêter la série, ou disaient que c'était une série pour pédophiles, que pour aimer la série, il fallait vraiment être un pédo, ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai vu passer pas mal de messages assez vénères. Pas tant que ça par rapport à cet épisode, mais c'est vrai que sur l'ensemble de la série, et surtout sur son démarrage, c'était les commentaires qui revenaient régulièrement. Honnêtement, ouais, je trouve ça assez triste pour les personnes qui ont cette vision-là de la série. Parce que pour moi, elle rate clairement quelque chose. La série, au-delà de la question de la sexualité, développe énormément de thèmes qui sont vraiment intéressants et sont vraiment agréables à suivre. Et met en scène des personnages qui ont des histoires, mais juste oufissimes. L'histoire de Rui, c'était vraiment génial. Le développement du personnage, surtout, en fait, était vraiment génial. Et Rhys aussi a un développement de personnage vachement intéressant. Et Rudeus, en dépit du fait qu'il soit un pervers, a également un développement de personnage qui est intéressant. Mais bref, je me suis beaucoup trop égaré, et je vais m'égarer encore après. Globalement, cette scène, elle est dérangeante, et c'est ça qui fait sa qualité dans l'épisode, selon moi. Voilà. Ensuite, après cette scène, on a le réveil de Rudeus, qui, pour moi, ancre encore plus le fait que cette scène est dérangeante, dans le sens où quand il lâche son... Good morning, everyone! おはよう、いい朝だね、諸君。どうしたんだい、そんな暗い顔して。君も経験してみなよ。笑顔になれるさ。C'est gênant. Très sincèrement, pour moi, c'est gênant. Ça devient encore plus gênant pour lui après, dans le sens où il est hyper fier de ses prouesses sexuelles, et la meuf avec qui il a couché s'est tirée. あれなんでわけがわからない。あれなんで振られたいや、捨てられたあれ家族 C'est ouais, en termes de confiance en soi, je pense que ça fout un coup. Du coup, ouais, non. Cette scène est gênante du début à la fin, et même après. Mais concrètement, le point intéressant par rapport à ça, et même par rapport au reste de l'épisode, c'est que à l'issue de cette scène, Rudeus se retrouve tout seul, se retrouve abandonné par tout le monde. Et ce qui était pas mal, encore une fois, en termes de mise en scène, c'est que, comme pour Rui, c'est la première fois où on voit le personnage qui craque, qui vraiment définitivement se met à chialer, à fond. Même lors de ses retrouvailles avec Paul, il était sur le point de pleurer à plusieurs moments, surtout au moment où il le prend dans ses bras, mais on le voit pas pleurer. On le voit pas vraiment ému par quelque chose au point de vraiment craquer. Et là, dans cet épisode, le départ d'Eris, la séparation d'avec Rui, ça l'a cassé. Ça l'a cassé, et ouais, il est seul. Et ça fait écho du coup au rêve qu'il a fait. J'avais dit que je reviendrais dessus, hein, j'ai pas oublié. En fait, j'ai failli oublier. Mais c'est pas grave. Dans ce rêve, il se rappelle de toutes les personnes qu'il a rencontrées dans l'univers. Et au final, à un moment donné, il se retrouve seul. Et il a l'impression que toutes les personnes qu'il a rencontrées finissent par l'abandonner. Parce que toutes les personnes qu'il a rencontrées finissent par être séparées de lui, dans l'univers dans lequel il est. Et c'est assez ironique parce que dans son ancienne vie, le fait d'être entouré de personnes, c'était ça qui le gênait et qui était à même de le faire pleurer. Dans ce monde-ci, le point qui le fait pleurer et le fait se sentir le plus mal, c'est le fait d'être seul. Ça montre que concrètement, le personnage a fait énormément de progrès, selon moi, vis-à-vis de ses relations avec les autres. Parce que c'est grâce ou à cause de ces relations qu'il a réussi à tisser avec tous les autres personnages de la série, qu'il est autant atteint, qu'il est autant ému et qu'il est autant détruit et dévasté par son statut actuel en fait, qui est le statut d'une personne qui est seule. Voilà. Mais du coup, il y a un point que j'aurais bien aimé comprendre un peu plus dans cet épisode, c'est les motivations d'Eris. Dans le sens où, avant la scène de sexe, le fait qu'elle veuille à ce point-là coucher avec Rudeus, je me figure quelque chose. Je me dis que c'est clairement le mariage avec le Notos Greirat. D'ailleurs, je crois qu'il appartient à la même branche que Rudeus. J'ai un doute, mais il me semble que c'est le cas. Et du coup, ouais, je pense que c'est la perspective de devoir se marier avec quelqu'un qu'elle connaît pas, qu'elle aime pas, qui a fait que, pour sa première fois, elle voulait que ça soit avec la personne qu'elle aime. Non, parce que Eris est amoureuse de Rudeus. C'est assez obvious, c'est assez mis en avant dans la série. Mais du coup, c'est les raisons de son départ qui me laissent un peu perplexe. Parce que je me dis que lorsqu'elle part avec Guylaine et qu'elle demande à son majordome de pas dévoiler sa destination, elle veut pas que Rudeus la rattrape, d'accord, mais j'aimerais bien savoir en fait où elle va.
est-ce qu'elle va se marier et elle veut pas que Rudeus empêche le mariage et l'empêche de subvenir à ses obligations de noble? Ou alors elle s'enfuit vraiment? Dans ce cas-là, je comprendrais pas trop pourquoi elle veut pas que Rudeus soit présent. Le lieu dans lequel elle pourrait aller, je me dis que ça pourrait éventuellement être chez les Doldia. Vu ses retrouvailles avec Guylaine, elle pourrait parler à Guylaine de sa famille et essayer de la ramener auprès de la sienne, concrètement, vu que la notion de famille était quelque chose d'assez importante pour le personnage. Mais ouais, je me demande vraiment où elle va et pourquoi elle veut pas y aller avec Rudeus. C'est un peu une interrogation pour moi. Donc voilà. Mais du coup, ceci étant dit, je vais arriver à un point qui, ce que je vais dire là, n'est que pure théorie. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, quand je pars sur des théories un petit peu en vrille, ça part de pas mal d'aspects concrets, d'éléments clairs, nets et précis. Là, on va partir un peu plus sur du flou. On va partir sur de l'imaginaire, on va dire. Et du coup, dans cet épisode, il y a quelque chose qui a un peu interrogé. C'est l'utilisation du vin dans cet épisode. Et la symbolique que ça pouvait avoir dans l'épisode. Et ben, quand j'ai vu ce vin dans cet épisode, je me suis aussi posé des questions. Et je me suis rappelé de la mythologie grecque et d'un dieu qui s'appelle Dionysos. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur ce fameux Dionysos et j'ai trouvé des trucs qui sont un peu troublants. Dans le sens où Dionysos, c'était le dieu du vin, des excès, de la folie et de quelques autres petits trucs. Le vin, dans la mythologie, grâce à lui, c'est considéré comme une eau de feu qui porte l'intuition. Et l'intuition, du coup, c'est une forme d'intelligence qui permet d'entrer en contact avec un esprit supérieur et permet à la pensée de s'ouvrir aux secrets de l'existence. Quand j'ai vu ça, j'ai un peu pensé à Homo Deus, personnellement. Ensuite, j'ai vu que du coup, dans cette mythologie, toujours, l'ivresse du vin, c'était une transe capable d'entrevoir la vérité et de dépasser la mort pour entrer dans une nouvelle vie. J'ai beaucoup pensé à des personnages que je connais. Ouais. Et du coup, j'ai vu, et c'est ça l'élément qui est important pour cet épisode, que le trop de vin, ça produit l'effet inverse, qui est de perdre la raison et se perdre soi-même. Et dans cet épisode, Rudeus, au moment où il accepte de coucher avec Eris, il écoute plus sa raison, on le voit clairement, en fait, il était raisonnable avant, il se disait... je vais pas le faire, je vais attendre mes 15 ans, elle est probablement bouleversée par les événements, etc. Et il avait il suivait son fil de pensée, qui malgré tout, pour moi, est un peu dégueulasse, parce que même s'il attend 15 ans, ça reste très chelou. Mais au moins, il avait un code moral et il se disait, je vais pas faire ça dans un moment où elle est en vrac. Au moment où il a fait ça, il a perdu sa raison. Et la suite de l'épisode, au moment où tout le monde l'abandonne, progressivement, il continue de perdre la raison, et au bout d'un moment, il risque de se perdre. Et je pense que dans le prochain épisode, on va voir un Rudeus qui craque. Enfin, on va voir un Rudeus qui va être en vrac, qui va craquer, qui va péter les plombs. Je pense pas qu'il va faire un truc de malade non plus. Je pense pas qu'il va, raser une ville ou un truc dans le genre. Je pense pas qu'on va arriver à un point comme ça. Mais ouais, je pense qu'on va voir un Rudeus assez éteint, en fait, qui va plus rien comprendre de la situation. Et du coup, la scène du vin dans le rêve, ça colle bien avec cette notion d'excès, dans le sens où le calice qui tombe à l'intérieur du vin, pour moi, le calice, en fait, d'une certaine façon, c'est Rudeus. Et du coup, la scène, concrètement, elle correspondrait à ça, dans le sens où le calice qui tombe et qui va carrément se fondre dans le vin, visuellement, ce serait la métaphore du trop-plein d'alcool, justement, d'un stade au-delà de l'ivresse. Parce que le stade de l'ivresse pour Rudeus, ce serait le fait de communiquer avec Homo Deus. Et le stade du trop-plein, ce serait de se perdre. Mais dans mes recherches sur Dionysos, il y a pas mal de points qui m'ont fait penser à Rudeus et Homo Deus. De par tout simplement la notion de divinité. Et aussi pas mal au niveau des notions de mort et de résurrection. Du coup, je sais pas si on est sur quelque chose de l'ordre du clin d'œil à la mythologie grecque. C'est potentiellement une grosse connerie ce que je viens de raconter. De manière générale, et là c'est un avis personnel sur les théories, c'est intéressant à écouter. C'est toujours cool de voir ce que des personnes peuvent imaginer par rapport à des œuvres. Mais pour autant, faut pas le prendre pour argent comptant. Ça reste une interprétation que quelqu'un fait d'une série. Et là, moi, au travers de cette théorie qui, pour le coup, est un peu plus fantasque que celle que j'ai pu faire jusqu'ici, que ce soit celles qui ont réussi ou celles qui ont échoué. Dans les premiers épisodes, je m'imaginais qu'on allait aller à Ranoa, mais c'était pas déconnant, dans le sens où on avait un personnage qui faisait un clin d'œil à cette école de magie. Et c'était pas de l'ordre du surréalisme de se dire que le personnage allait y aller. Alors que là, je me base sur la présence de vin dans un épisode pour dire que, ouais, il y a un clin d'œil avec un dieu de la mythologie grecque.
ça va un peu loin. je vais un peu loin, je le sais. Mais je me dis quoi peut-être. Mais pour autant, vous ne vous dites pas, ouais c'est ça, c'est trop ça. Faut pas penser comme ça. Ça peut vous pousser à y réfléchir. Potentiellement, si la série vous intéresse et que vous voulez analyser des trucs un petit peu comme ça, faire vos propres recherches, allez sur Wikipédia par exemple, c'est là où j'ai été personnellement, et sur quelques autres sites, pour vous renseigner. Lire des choses sur la mythologie grecque, ça peut vous motiver à découvrir ça. Et si cette vidéo vous pousse à vous intéresser à ça, bah quelque part j'aurais réussi quelque chose. Mais prenez pas pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit dans une théorie. Voilà, c'est un petit point bonus de cette review, dont en vrai je ne vois même pas le temps actuellement et je vais pas le découvrir. Mais voilà, et le dernier point de cette review concerne du coup le titre du prochain épisode, Pas à pas après l'éveil. Eh ben j'ai rien à en dire. Voilà, c'était le dernier point de cette review, ce n'est même pas une blague, j'ai rien à en dire. J'ai vraiment rien à dire dessus. Sur ce, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, même si vous pouvez pas le voir. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et foncez voir Mushoku Tensei, même si on est à l'épisode 22. Ouais. Sur ce, salut les gens, et à la semaine prochaine pour la review du dernier épisode normalement de la seconde partie, qui je l'espère sera monumental. Et quelque part, en fait, s'il est monumental, ça fait que je vais pas beaucoup dormir. Enfin bref, salut.また会おう。そうだ。また会えばいいのだ。